Chaque année, dans les territoires d'outre-mer, des centaines de milliers de personnes se lancent dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. C'est 2 fois plus qu'en France hexagonale. Mais le taux de faillite est aussi particulièrement élevé. Comme tu vois, tu as l'onglet boutique, tu as la partie paiement. L'éloignement, les difficultés à trouver des financements, autant de problématiques propres aux territoires ultramarins. Qu'ils puissent se projeter, donc c'est bien de... Ce qu'on recherche vraiment, c'est des lieux de vie. Nous avons suivi le parcours de 5 entrepreneurs, tous bien décidés à ne rien lâcher. Vaimiti est tahitienne. Elle a créé une conserverie de produits 100% locaux. C'est à quel nom? Joël, originaire de la Guadeloupe, il a lancé une solution de mobilité douce. Mariana, la Guyanaise, mise sur l'extraction de molécules naturelles. Michel, lui, est martiniquais. Il a lancé une start-up qui fabrique des bornes de recharge électriques alimentées par de l'énergie solaire. Et enfin, Yohanné et Saïdou, originaires eux aussi de la Martinique. Ils ont ouvert la première et unique école d'effets spéciaux de toute la Caraïbe. Éparpillés sur la planète, ils ont un point commun. Leur coach, Daniel Hierso. Cet entrepreneur est à la tête d'Outre-mer Network, une plateforme pour la visibilité des ultramarins dans les nouvelles technologies. Elle est installée à Paris, dans le temple des startups numériques en France, la Station F. C'est parti d'un constat très simple. Les fonds d'investissement au niveau de l'Hexagone, du national, ne s'intéressaient pas au sujet outre-mer. Non pas qu'ils s'y intéressaient pas, mais c'était même pas un sujet. Et donc on s'est dit comment créer de la visibilité, du marketing territorial, et au moins créer des connexions entre les fonds d'investissement et les porteurs de projets. Ça a commencé comme ça. Des milliers d'entrepreneurs des 3 océans ont bénéficié de son réseau de mise en relation. Depuis quelques années, Daniel offre une opportunité unique à ceux qui sont susceptibles de conquérir des marchés internationaux, rencontrer des investisseurs du monde entier. Je venais ici il y a quelques années en tant que chef d'entreprise, partenaire d'Outre-mer Network. Je suis venue ici en tant que marraine et je viens aujourd'hui en tant que ministre. Et c'est un plaisir immense pour moi de retrouver plein d'amis et de passer une excellente soirée. Cette année, Daniel Hierso est particulièrement fier, car parmi les 5 entrepreneurs que nous avons suivis, 4 sont montés sur le podium. Une belle récompense. Et nous avons donc le plaisir et l'immense honneur de remettre le prix Biostratège. Merci beaucoup. T'es contente de te Oui, je suis très... Pourquoi? D'où te vient toute cette émotion? Ça a été un long parcours, comme je disais, et c'est vrai que beaucoup de fatigue aussi sûrement, lié au déplacement, mais vraiment c'est aujourd'hui une belle récompense pour l'entrepreneur polynésien parce qu'on est loin, on n'est pas connu et ça mérite beaucoup mieux. Difficile pour Vaimiti de masquer son émotion. La journée a été particulièrement éprouvante. Mais la jeune femme en a bien conscience. Gagner le concours ne fait pas tout. Le concours n'est qu'un support pour quelque chose de beaucoup plus important. Donc en fait, nous, on sait ce qui est important, c'est pas le concours, c'est pas de gagner une médaille en chocolat. C'est d'aller au bout de cette mise en relation avec de l'attraction commerciale d'un côté ou des opportunités d'investissement. Les targets sont durs pour tout le monde. Pour l'outre-mer, elles sont encore plus dures. Donc,
on a très peu de beaux dossiers à présenter. Même quand les dossiers sont bons, il y a beaucoup de chances pour que ça aille pas au bout. Donc finalement, vous voyez bien que quand on met ça bout à bout, en 6 ans, on a levé un peu plus de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, c'est ce que font mes collègues HEC, l'EDEC, LVMH en un an, en matière de levée de fonds, sur leur programme d'incubation. Nous, on a mis 6 ans pour le faire. Oui. Mais en Outre-mer, je défie quiconque de me trouver une structure privée qui fasse ça. Pour chacun des lauréats, tout peut se jouer ici et maintenant. Ce que je viens rechercher aujourd'hui, c'est un fonds d'investissement qui peut bien m'aider financièrement. Et même sur un coup de chance. Vas-y. Hé, Moi, je sais. tu dis que tu viens de la Réunion, important. Bon, et moi, je fais quoi? Tu vas suivre Vigile. Je vais suivre. Cette agitation est due à l'arrivée de cet homme, Jean de la Roche-Brochard. C'est un business angel, et pas n'importe lequel. L'homme de confiance de Xavier Niel, chargé d'investir dans des startups. Bonjour. Allez, vas-y, parce qu'après, moi, j'ai rendez-vous depuis 1 minute. Là. Ok, ça marche. Dis donc. Pendant que vous faites votre com, là, vous êtes en train de faire des photos. Là, vous avez le directeur du fonds d'investissement de Xavier Niel qui est là. Ok, très bien. De Xavier Niel. C'est Kima Ventures. Ah, Kima Ventures. Les gars, vous êtes là pour les fonds. Vous êtes là pour lever l'oseille. C'est lui, hein, je sais qu'il va partir. Ouais. Alors moi, je suis venu bosser tranquille à la station F, parce qu'on a notre bureau là-haut. Et puis en me baladant, en fait, j'ai croisé une start-up, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et puis en fait, et donc j'ai vu toutes ces boîtes qui viennent d'outre-mer, avec ces entrepreneurs qui ont une faim mais incroyable, et qui ont envie d'innover, et de créer des trucs, et de monter des boîtes, et se faire financer. Et c'est cool d'avoir autant d'énergie concentrée là, c'est sympa. Le lendemain, Vaimiti profite de son passage à Paris pour démarcher de nouveaux clients. Bonjour. Enchantée, je suis Vaimiti. Je vous avais contacté par mail pour la conserverie Tahiti. Tout à fait, bienvenue. Merci. Beaucoup. Oui. Donc, comme je l'ai dit, je vous ai apporté des échantillons pour qu'on puisse faire une dégustation et voir éventuellement si mes produits pourraient vous convenir. Avec grand plaisir, je suis prêt à tout tester. Ah, ben, je vous suis. Alors, où est-ce qu'on pourrait déguster? Je vous propose d'aller au premier étage. Ok. Ok, super. Ah ben, vous avez préparé le pain, c'est génial. Ça, c'est La une texture déjà est très très belle. meilleure vente. Ouais. Voilà, on a quelques petits morceaux de patates douces. Voilà, c'est vraiment un produit artisanal. On est sur le basilic grande feuille, planté en plein champ. Donc pas sous serre. Voilà. Donc ce basilic-là, il a vraiment vu le soleil, quoi. C'est vraiment quelque chose d'une vraie découverte. Hein. Ah ouais. Vraiment, on est les premiers à le faire. Non, c'est très très bon et c'est vraiment des saveurs auxquelles on ne peut que dire quand on n'est pas habitué, mais en même temps peuvent être consensuelles. Ouais. Elles sont très plaisantes. Voilà. Donc c'est une vanille de Tahiti qui est produite à Fa'a. Oui. Et donc on est sur un séchage au soleil de la vanille, puis une réduction en poudre. Mmh. C'est une tuerie, ça. Ah bah ça, de toute façon, les rillettes, voilà, c'est notre cœur de métier. Une tuerie. Mmh. Ouais. Je suis complètement de ce type de démarche, à titre, je dirais, personnel, mais en tant que représentant du magasin. Ça fait 13 ans maintenant que je défends l'idée. Au contraire, ma passion, c'était de mettre en valeur, du mieux que je peux, les producteurs, comme ici, aujourd'hui, en fait, justement, qui ont une certaine idée, un certain savoir-faire, mais qui n'ont pas toujours, malheureusement, le dernier maillon de la chaîne, ici en métropole, qui puisse leur permettre de vendre, finalement, un complément de cette production. Le plus facile, c'est vraiment d'avoir ce contact-là. C'est d'être en physique, de pouvoir défendre ses produits, d'expliquer des méthodes de production qui ne sont pas équivalentes aux autres méthodes de production et de dire pourquoi notre produit va certainement se vendre plus cher, mais quelle est la plus-value derrière. Et donc ça, en fait, je pense qu'il faut être sur le terrain pour le défendre. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je vous reste en contact avec vous. Et très bien, puis, je vous accompagne.
Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Vaimiti à Tahiti. Son voyage à Paris lui a permis de prendre conscience de certaines réalités. En étant à 20 000 km, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, clairement. Et ça, en fait, ça a été un peu le chemin de l'acceptation. Et puis après l'acceptation, on peut commencer à évoluer. Mais c'est vrai que je m'étais dit, c'est pas grave, les 20 000 km, on peut tout faire. Mais non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et du coup, on ne joue pas avec les mêmes armes que les entreprises françaises. On n'a pas perdu l'objectif et la vision. Maintenant, il faut trouver les bonnes briques au niveau logistique pour le faire. Vaimiti ne va plus se focaliser sur les épiceries parisiennes. Vu de l'Hexagone, la Polynésie est encore loin, très loin. Mais sur son île, ses projets prennent forme. Donc là, on est sur le terrain qu'on vient d'acquérir, où on va implanter la future conserverie. L'espace de vente est un espace de restauration où en fait, les gens vont pouvoir venir partager, déguster les produits de la conserverie et où ça va être ludique. On va mettre des petits ukulélés où les gens vont pouvoir gratter de la musique tranquillement. C'est l'aboutissement en fait de plusieurs années de travail, on va dire. Ça a été de rechercher ce lieu, de créer le concept autour de ce lieu parce que je ne veux pas seulement mettre des food trucks, je veux vraiment créer un concept où les gens viennent partager quelque chose qui n'existe pas sur la Polynésie et en même temps toujours près de mes valeurs parce que c'est ce qui me guide depuis le départ. J'aurais pu faire d'autres choix avec des meilleures rentabilités, mais ce n'est pas ce que je recherche. Je cherche quelque chose qui puisse avoir du sens et je pense que la vraie victoire, elle est là. C'est vraiment apaisant. Un beau cocotier. Fort-de-France, en Martinique. C'est ici que Parallèle 14 a vu le jour. Hello, bienvenue à Parallèle 14, l'école de 3D de la Caraïbe. Le Wall of Fame. On peut voir quelques affiches des projets sur lesquels Yohan et moi on a travaillé. Bonjour à tous. Ok, vous en êtes tous sur l'animation là. En fait, ce que tu peux faire pour tester ton rig, donc tu prends les pauses que tu penses avoir dans ton film, tu vois, et tu les testes ici déjà. Après, n'hésite pas, t'as un katana là, tu le prends et tu regardes. Du coup, il le tient comment? Il le tient comme ça? C'est comme quand tu tiens un truc comme ça, tu vois. Elles sont jamais droites, c'est toujours un arc. Regarde. Tu vois, et même là. Mais c'est juste que c'est souvent ces deux, tu vois. Si tu veux faire une ligne droite, c'est le doigt qui se relève, tu vois. Est-ce qu'il le tient comme ça ou est-ce qu'il le tient, comme ça? Ah bah là, c'est mieux là déjà. Voilà, et voir même si tu peux. Bon, après, ton pouce, il peut pas faire non plus. Voilà. Mais normalement, tu dois au moins avoir cette pose. Voilà, au moins ça, tu vois. La confrontation. Apprendre à modéliser une main qui tient un katana, le sabre des samouraïs japonais. Proposer des mouvements plus vrais que nature. C'est le principe de cette école d'effets spéciaux. Le seul institut du genre dans toute la Caraïbe. L'ensemble des étudiants, ils sont 7 à travailler sur ce court-métrage. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. On les met en situation de production comme dans les studios d'animation, à la Pixar, à la DreamWorks, ou même les studios français tels que MacGuff, Micros Animation. Et l'idée, en fait, c'est de les préparer justement à cette industrie, au marché du travail et au processus qu'ils vont devoir mettre en place quand ils seront professionnels. Bon travail. Merci. Yohane et Saïdou, c'est l'histoire de deux étudiants en école de cinéma qui rêvaient de travailler pour les plus grands studios d'animation. Leur rêve accompli, ils décident d'aller plus loin en fondant leur propre école chez eux en Martinique. On a lancé déjà, ne serait-ce que l'idée de faire une école. Et l'année d'après, l'école existait. Mais c'est vrai que dans le genre de challenge qu'on doit rencontrer, c'est déjà trouver des locaux, trouver des espaces pour héberger cette école. Et c'est pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup de locaux qui existent, mais des fois, ils sont chers. Pourtant vides, mais chers, et trop chers, difficile de négocier, ou pas bien placés, parce qu'on a quand même une problématique de transport qui s'améliore d'année en année, mais qui est encore actuelle. Et là, c'est posé une nouvelle problématique, la problématique de la connexion Internet. Et c'est des problématiques qui, jusqu'à présent, on les rencontre. C'est-à-dire qu'il y a du mieux,
Mais au départ, pour nous, c'était inconcevable d'avoir... On a dû commencer comme tel, mais sans la fibre. Et finalement, voilà, en trouvant les bons formateurs, les lieux, et en montrant qu'on est capable de mener un programme, puisqu'on avait aussi une expérience dans la formation auprès d'écoles de 3D sur Paris, qu'il y a effectivement 10 familles qui nous ont fait confiance, ils ont confié leurs enfants pendant 4 ans, qui ont payé l'école, et c'est comme ça qu'on a pu réellement démarrer. C'était la fin de beurre. Yohanné et Saïdou ont aussi développé un petit studio d'animation professionnelle. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous important. La mairie de Fort-de-France leur a commandé un jeu de piste virtuelle. On va refaire toute la ville de Fort-de-France en 3D, et puis créer des personnages, et puis une balade dans la ville. Comment ça va ? Ça va, ça va. La forme ? Célia, qui a été recrutée pour travailler sur le projet, est une ancienne de l'école. Là, ils ne vont pas en faire. Ça crée un cube donc, au milieu de la scène. Muriel Tramis fait elle aussi partie de l'équipe. Si vous ne la connaissez pas, je vous laisse Google son nom. On va faire simple. Je suis très content d'avoir dans l'équipe parce que c'est du lourd. Elle est l'une des pionnières dans le milieu. On la surnomme Madame Adibou, du nom du célèbre jeu vidéo dont elle est l'une des fondatrices. Alors, le gameplay du jeu, c'est un jeu où le joueur doit trouver des indices dans une ville lui permettant de résoudre des énigmes. Mine de rien, modéliser une ville, c'est long. La cathédrale, donc, comme c'est le jeu vidéo, ça n'a pas besoin d'être plus élaboré. Après, c'est compliqué avec de la texture. Nous, on est rentré vraiment avec la volonté de contribuer à la structuration d'une industrie du coup de la 3D dans le bassin caribéen. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a des jeunes qui sont formés dans l'établissement. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire qu'on forme des jeunes et que dorénavant, on puisse aussi produire des choses qui servent pour la Martinique, qui servent pour l'ailleurs. Et on est super content qu'ils fassent appel à nous. On est complètement dans cette dynamique et c'est hyper enthousiasmant de nous dire que là, on bosse pour le pays. On fait un jeu vidéo qui en plus pourra vraiment s'exporter. Et c'est le début d'une longue série. Je vais essayer de survoler certaines slides. Entreprendre dans une île, c'est créer un marché pour attirer de futurs talents. Saïdou est systématiquement présent dans tous les salons d'étudiants. Si tu veux, voilà, quand on crée le cube, on commence à déformer le cube pour créer des objets plus ou moins complexes. On peut créer une chaise, c'est vraiment ce genre de choses qu'on peut faire. Je voudrais vous demander, si je vous montre un de mes dessins, vous pourriez me dire si par exemple ça pourrait passer dans un concours. Alors par contre, elles sont où les antillaises petits dessins? Non, mais c'est une vraie question. Vous avez vraiment facilité à dessiner des mangas et c'est très bien. Mais nous, ce qu'on essaie aussi de vous amener à faire, c'est connaître votre culture et vous dire, bon, ben, c'est bien aussi de se représenter. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi bien les studios d'animation japonais que Disney et autres, ils recherchent quelque chose de différent. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous leurs derniers films, ça se passe en dehors aux États-Unis. Et je pense que c'est important, en étant dans l'école, de se dire, mais qu'est-ce qui est intéressant chez nous et qu'on peut dessiner de manière intéressante qui pourra attirer d'autres regards, quoi, tu vois, qui pourra vraiment donner une originalité dans la façon de représenter, soit en type manga, soit en d'autres styles, quoi, tu vois. Ça marche? Merci en tout cas de toutes tes questions et de ton intérêt. J'espère qu'on te voit. Hein. On t'attend dans 3 ans, je note ça, on t'attend. Une politique en ce moment de se dire il ne faut pas que les jeunes partent parce que la Martinique c'est une île vieillissante. Et nous on est plutôt dans une approche à nous dire qu'il faut qu'ils partent, il faut qu'ils voyagent, il faut qu'ils voient d'autres choses que leur île. Comme on dit, le voyage forme la jeunesse. Par contre, à nous de créer les conditions pour pouvoir dire à ces mêmes jeunes qui sont partis, eh bien, rentrez travailler de chez vous et gagner correctement votre vie dans votre environnement, dans l'environnement dans lequel vous avez grandi. Leur victoire au concours Innovation Outre-mer les a confortés dans leur choix d'accompagner encore mieux les étudiants. Il y a des personnes qui se sont contactées pour des réelles prestations. Et nous, ça nous a donné du coup l'occasion de créer une petite structure au sein de l'école, une structure de pseudo-prestations, parce qu'en fait, c'est surtout un prétexte pour faire travailler les étudiants, soit ceux qui viennent de terminer faire des stages, ou soit ceux qui ont terminé. Et là, en l'occurrence, les conditions réelles, c'est effectivement des conditions de livraison, de qualité. On pourra à un moment donné s'aligner sur les standards internationaux, quoi.
Évidemment, faire une pause dans nos carrières à travailler sur des grosses productions, c'est difficile. C'est difficile, on a même eu des sollicitations, des gros studios qui nous disent « ouais, venez superviser chez nous », des DreamWorks, des choses comme ça. Et on s'est dit non, parce qu'en fait, la volonté, c'était vraiment de construire quelque chose sur le bassin et du coup, de se dire « ok, bon, on fait cette pause, certes, mais là, on forme des jeunes, on forme de la main-d'œuvre et demain, si on doit retourner en prod, c'est sur nos productions, des productions faites chez nous, dans notre cadre merveilleux qui est la Martinique. » Dans son petit paradis, Yoanné a trouvé son équilibre entre le monde du virtuel et la vie réelle. L'entrepreneur est aussi éleveur. À la mort de son père, il a repris l'activité de la ferme avec son frère. Non, le travail n'est pas le même. On est très physique. C'est vrai que... Mais en fait, ça fait du bien parce que quand je commence, par exemple, comme ça, le matin, on est en fait en lien avec la nature. C'est important pour moi. Ce sont mes racines, c'est là d'où je viens. Et en fait, quand je suis ici, en fait, je suis un peu coupé du monde, quoi. Et souvent, en fait, je viens me ressourcer ici. Et puis après, je reprends le rythme de la ville avec d'autres problématiques. Donc ça, c'est intéressant aussi de pouvoir changer de paradigme dans une même journée. Pour moi, c'est indispensable de lier les deux. Là, c'est bon. On va essayer parce que là, ça va monter, mais la voiture. En fait, on a crevé. On a crevé et donc voilà, c'était pas prévu ce matin. Donc on est obligé de gérer en fait. Et ça se passe aussi sur nos activités respectives, en tout cas même à Parallèle 14. Hein. Quand j'arrive, des fois, ça peut être un problème de management, ça peut être un problème aussi informatique de réseau, parce qu'on est une école du numérique, donc parfois en fait les étudiants n'ont pas internet, donc il faut très vite réagir parce que sinon ils ne peuvent pas travailler, les cours ne peuvent pas se dérouler. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, ça veut aussi dire que rien ne prédestiné à ça. Finalement, dans l'éducation, de se dire que bon, on va faire de la 3D, alors qu'au final, on est plutôt une famille d'agriculteurs. Notre père, en fait, entreprenait aussi. Voilà, n'hésitait pas à prendre des initiatives et fonçait. Donc, ça nous a aussi donné le goût de prendre des risques, quoi. Un peu de retard ce matin à cause de la crevaison, mais c'est parti pour la deuxième partie de la journée avec des réunions qui vont s'enchaîner là justement à Parallèle 14. Bon. Ici, nous sommes dans le bureau administratif un peu. Alors, dans l'idéal, la prochaine étape, ça serait de déménager. On espère que l'année prochaine, on trouvera des locaux qui nous conviennent parce qu'on a une structuration particulière, on a quand même pas mal d'étudiants. On souhaiterait pouvoir mettre en place un petit studio de prise de vue, fond vert, ce genre de choses. Donc il faut trouver les locaux qui fonctionnent à un prix raisonnable, malgré tout. Tu vois, on n'a pas énormément de... C'est pas des murs très larges, les chaises sont un peu rapprochées, elles ne sont pas non plus super confortables. On voit bien que les tables, la largeur des tables aussi, elle est un peu restreinte. Donc on n'a pas énormément de profondeur pour poser le matériel. Donc, c'est autant de points d'amélioration, tu vois, qui font partie des perspectives de développement de Parallèle 14. On va essayer de vraiment fonctionner, penser notre développement sur nos besoins et en nous assurer que notre activité nous permet de financer nos besoins. Parallèle 14, on est là pour contribuer à la structuration d'une industrie. Nous, on a cette dynamique entrepreneuriale et avec une sorte d'autonomie autant que possible financière, mais on va aussi fonctionner avec ce qui existe sur place pour permettre que ça émerge.
Joël Montou arrive de Bordeaux. Avec ses frères, il a créé une société qui propose des solutions de mobilité douce. Leur victoire au concours Innovation Outre-mer leur a donné l'impulsion pour concrétiser leurs rêves. Implanter leur start-up chez eux, en Guadeloupe. Direction Jarry, la plus grande zone industrielle et commerciale de France, mais aussi la plus embouteillée. Ah oui, non mais ici, en termes de mobilité, il y a énormément à faire. Là, on est à Jarry. Jarry, qui est le poumon économique de la Guadeloupe, où en fait, voilà, la majorité des grandes enseignes de l'île sont basées ici. Là où Jarry est le plus engorgé, c'est essentiellement entre midi et 2, où tout le monde prend sa voiture. Ils ont 1 heure pour déjeuner, ils ont 800 mètres à faire et ils prennent 40 minutes pour faire 800 mètres. Parce que tout le monde prend sa voiture. Et là, l'objectif, c'est d'apporter cette solution dans les entreprises, donc vélo, trottinette, et de permettre aux collaborateurs de se déplacer autrement et d'optimiser leur temps de trajet ou le midi, ou même pour entrer chez eux, ceux qui habitent à Pointe-à-Pitre, il y aura la possibilité de se déplacer et de rentrer à Pointe-à-Pitre en vélo si besoin. À Jarry, 3500 entreprises sont implantées et 15 000 personnes se déplacent chaque jour sur la zone. Il va falloir en fait accompagner les entreprises, proposer des solutions internes intégrées aux entreprises pour que les salariés puissent se déplacer beaucoup plus facilement. Et on fera des actions de prévention auprès du grand public également, pour leur dire faites attention aux cyclistes ou aux personnes qui se déplacent en vélo. Il faut leur apprendre à cohabiter avec ces nouvelles mobilités. Aujourd'hui, le défi de Joël, c'est de changer les habitudes des Guadeloupéens. Bonjour. Bonjour. Et en vélo électrique, quel modèle que vous avez On a les vélos urbains, on va dire, à gauche. Ok, la batterie fait ça. Ouais. Ok. Il se rend chez l'un des rares loueurs de vélos électriques de l'île, à Saint-François, pour une simulation grandeur réelle. Donc ouais, vous n'êtes pas sans savoir que quand on est sur la route, qu'il y a potentiellement des risques. Donc on n'est pas équipé de pistes cyclables sur Saint-François et globalement sur la Guadeloupe. Donc là d'ailleurs, si vous vous implantez ici, il y a des choses à gérer. Ouais, c'est un vrai sujet et c'est effectivement notre cheval de bataille. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, très bien. Yes, top. Impeccable. C'est vraiment super de pouvoir circuler en vélo électrique dans la ville de Saint-François. Bonjour messieurs. Ça va très bien? Le vélo électrique pour se déplacer en centre-ville, c'est vraiment bien. Hein? Ah ouais. Ça permet de faire du sport un peu, sans pédale. Ah mais c'est top. Hé, comment c'est le frère? Ça va bien? Oui. Mais nous batterie à mauvais. Ben oui. Et vous pouvez faire 30 km de veille. Il va monter tout seul. Vous pouvez faire 30 km de veille. Ben oui, le roi pédale, il va travailler là tout seul. Vous pouvez faire sport et il va monter mon là. Un jour, il va rentrer dedans. Ah ouais? Mais l'assistance va s'enclencher tout seul. Et là, tu as les freins. Le roi est capable de servir, on y frein. Allez, on fait là tout là. Non, je ne suis pas trop inquiet. J'ai mis le casque pour la sécurité. Et donc, comme il fait un tour ici, ça va lui permettre de tester, d'essayer. Et c'est comme ça qu'on apprend à faire, qu'on initie. Il faut mettre le pied à l'étrier. Et du coup, après, essayer c'est l'adopter. Donc, je sais qu'il va kiffer. Alors, qui j'en douais? Ça peut être facile. Mais si, ça part tout seul. Je te dis ça, c'est l'idéal pour la pointe des châteaux. Toutes nos côtes sur Saint-François, là, c'est ouais. Je fais attention. Le test est concluant, mais il reste encore du chemin à parcourir. Joël pourra compter sur l'aide de ses frères.
et de sa maman, Joseph, qui n'est jamais bien loin. Ça, c'est toute Guadeloupe. Eh bien, ça, c'est des acras. Ah, c'est le courbouillon poisson? Le courbouillon de poisson. J'étais un petit peu pas tellement d'accord. Je lui ai dit, il ne faut pas partir comme ça. Il faut que... Excusez. Oh là là, celui-là est brûlé. T'es brûlé. Je suis fière de mon fils. Hein. Ah non, ce sont des enfants j'étais très dure avec eux, hein, pour ça, très très dur. Ce ne sont pas des enfants, même à l'école. Hein. À l'école, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Quand ils étaient à l'école. Ça a changé. Alors, ça a changé. Monsieur chez lui, avec ses enfants, ça va, il n'y a pas de souci. Mes deux petits-enfants vont bien. Ça va, sa femme est bien, ça va. Il est bien, il vit. Il vit, nous vivons. S'il y a un souci, je suis là. Ah oui, s'il y a un souci, je suis là. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de venir ici, me poser et lui raconter un petit peu, même si elle ne comprend pas tout, hein, tout ce que je fais. Mais oui, c'est important que je vienne pour lui expliquer un petit peu. Des fois, je lui demande conseil hein, sur certaines choses. Vous savez ce que je faisais quand ils étaient à l'école? Je préparais tout. Vous voyez le poisson comme ça, je préparais tout ça. Par banquette. Je faisais pré-cuit et je les envoyais par le chronopost. Parce que je peux pas être ici, je mange bien et je ne sais pas s'ils... Est-ce qu'ils ont le temps? Alors, je fais pré-cuit, vous voyez le poisson, la viande de bœuf, la viande de cochon, je faisais pré-cuit. Et j'envoyais ça par banquette. Et bien, je vous assure que quand ils arrivaient, en 3 jours, ça part. Ça arrive à Orly, de Orly, ça part à Bordeaux. Et ils arrivent tout de suite, ils récupèrent. Et tout de suite, nous mettons en marche. Et là, après, mettons au micro-ondes. Il y a le micro maintenant qui fait finition et à table. Il fait toujours des choses au dernier moment. Alors moi, je lui demande. Et 48 ans de mariage, 5 enfants, 5 garçons. Et aujourd'hui, je suis fière d'eux. Je suis fière d'eux, je suis fière de mes petits-enfants aussi. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. Mais nous avons une bonne grâce. En Guadeloupe et en Martinique, où la qualité de l'air dépasse très fréquemment les seuils d'alerte, les projets de transformation durable représentent une niche prometteuse. Michel a décelé très tôt la tendance avec ses bornes de recharge entièrement alimentées par de l'énergie solaire, une première en Martinique. Alors, les panneaux solaires qui sont là, ils produisent toute la journée. Et en effet, tout le parc de panneaux solaires qu'on a installé sur tous nos territoires suffisent à recharger les véhicules électriques de notre réseau par un principe qu'on appelle de compensation. C'est-à-dire qu'on produit une quantité d'énergie, nos bornes consomment une quantité d'énergie et on garantit qu'on va toujours produire plus d'énergie qu'on en consomme. C'est pour ça qu'on a une mobilité solaire 100% renouvelable. Non, ça coûte pas cher. Recharger une voiture, si on prend vraiment tout le service qu'il y a à part, alors ça coûte plus cher qu'à la maison. Et c'est vrai que la notion de service est vraiment là. Les bornes sont disponibles. Et notre objectif, c'est qu'on ait une borne à moins de 15 km de l'endroit où on se trouve. Pour déployer son concept sur tout le territoire, d'importants capitaux sont nécessaires. Pour cela, direction Paris, le poumon économique de la France. Passage obligé des start-up ultramarines. Daniel Yerso offre à Michel l'opportunité d'échanger avec plusieurs fonds d'investissement importants. Bonjour. D'accord. EasyDrive, c'est une solution de recharge 100% solaire, 100% décarbonée, qui permet en fait aux véhicules électriques de se recharger de façon propre et sans émettre du tout de CO2. Alors concrètement, on installe des centrales photovoltaïques qui vont produire de l'énergie solaire. On installe des bornes de recharge de véhicules électriques qui vont recharger les véhicules électriques de nos clients. Aujourd'hui, l'irradiation solaire sur le monde est capable de fournir l'énergie suffisante pour toute notre consommation.
Donc on a aujourd'hui la ressource. Maintenant, il faut savoir la capter, l'optimiser et mettre en adéquation la production et la consommation. C'est l'économie des gens qui vont... Joël est responsable du fonds d'investissement de la RATP. Originaire de la Martinique, il est particulièrement sensible aux problématiques des entrepreneurs ultramarins. Et vous connaissez... Je pense qu'il y a un sujet, c'est comment je me différencie. Comment mon entreprise conçue dans un territoire ultramarin se différencie de ce qui peut être fait ici. Ça demande forcément beaucoup d'idées déjà, et puis potentiellement des fonds, de l'argent, pour justement être capable de réaliser ce pas. Quand on est un investisseur, on attend, déjà sûr, à ne pas perdre d'argent. Pas perdre d'argent, ça veut dire quoi? C'est pas perdre sa mise. Donc ça veut dire qu'on va croire que la valeur nominale, au moment où on rentre dans la société, elle va croître dans le temps. Et donc, on va avoir une croyance dans l'entrepreneur, dans sa capacité à développer sa société et à en faire une société qui sera plus prospère, mieux développée, parce que c'est quand même un chemin de croix, réussir à faire une levée de fonds. C'est très compliqué, c'est convaincre, convaincre et convaincre. Convaincre, dépasser les contraintes, c'est le quotidien de Michel. Ce matin, il a rendez-vous avec une cliente de l'autre côté de la baie de Fort-de-France. On sent que tout soit opérationnel, tu nettoies bien. Moi, je pense que ça fait partie des choses importantes, surtout dans nos territoires, de privilégier tous les types de transports. Le bateau, on a un client qui est juste en face, on a nos bureaux derrière, donc on en profite. Et puis c'est un petit peu pour moi dans la logique de la transition énergétique, de la transition écologique, de façon un peu plus globale, travailler sur différentes modalités de transport. Voilà. Le bateau, il n'est pas encore électrique? Non, le bateau n'est pas électrique. Voilà, ça fait partie des sujets. C'est une action vers laquelle on doit aller, donc on discute avec les pouvoirs publics pour un petit peu les inspirer, trouver les technologies. Ça fait partie aussi un peu de notre mission. Sa mission, c'est celle de l'énergie renouvelable. Dans cet hôtel, il a installé à la demande d'Élodie, la directrice, des centaines de panneaux photovoltaïques pour réduire la consommation énergétique du bâtiment. Et ça, c'est la consommation là en temps réel? Oui, ça, là c'est la partie. EDF et ça Voilà. c'est les panneaux solaires. Là on est à 14 et à 7, donc c'est quand même très bas. Normalement on devrait atteindre largement 35, quand il fait beau on devrait atteindre 35 à 40. Mais là effectivement vu que le ciel est nuageux, on a du mal à atteindre cette puissance-là. Je pense que pour nous, c'est simple de le présenter ainsi. Voilà, notre consommation totale, une partie qui est en autoconsommation et une partie qui est produite par EDF. Donc je pense que c'est très intéressant. Donc ça représente, je crois qu'on avait mis sur le rapport une réduction, une économie de 19%. Voilà. Notre objectif en fait à nous, c'est de redonner à nos clients un petit peu leur souveraineté, la capacité en fait à produire localement et à consommer localement, plutôt qu'une énergie beaucoup importée. Donc là, vous avez 20% chez vous, à vous. Michel a su convaincre. Une nouvelle victoire pour notre entrepreneur. Le matin, tu vois, on se lève tôt parce qu'il faut prendre du temps pour soi. Et puis c'est le seul moment où je suis calme, toute ma famille dort. Donc du coup, je me prépare, je prends un petit déj rapide et puis je vais faire du sport. C'est un moment à moi, quoi, tu vois, un petit moment un petit peu tranquille. C'est mon moment, c'est mon petit moment à moi. Le bruit des vagues, c'est ma passion. La mer, c'est vraiment passion. Nager, c'est ma passion. Ce sont des petits moments privilégiés. C'est ce qui permet d'avoir l'équilibre, quoi. Et puis c'est le moment où mon téléphone il est rangé. Donc pas d'appel, pas de mail, pas de message, rien. Donc, personne ne peut me joindre, personne ne peut m'appeler. Je suis tranquille dans ma bulle. Et ça, c'est fondamental.
se déconnecter pour mieux affronter ensuite la vie d'entrepreneur. Michel et Franz, son associé, ont rendez-vous avec leur banque. Ça va? Bien, super. Un passage crucial pour assurer le développement de leur entreprise. C'est important pour nous de vous présenter un petit peu l'évolution et discuter avec vous des modalités de financement de ce développement. Et en plus, c'est vrai qu'il y a un point opérationnel qui est intéressant, c'est que plus les bornes sont utilisées, mais plus derrière on a des frais de maintenance. Et donc avec cette augmentation d'usage et donc des coûts, ça nous permet aussi d'améliorer notre niveau de service. Et maintenant, pour pouvoir le développer, on a véritablement besoin de vous sur ce sujet. La prochaine étape, installer une borne de recharge solaire tous les 15 km sur tout le territoire martiniquais. La Total, EDF, Ruby, voilà. Donc ce sont vraiment de gros... Pour cela, Michel et Franz vont avoir besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Alors si nous reprenons notre costume de banque, aussi, le sujet du photovoltaïque est un sujet que nous connaissons, sur lequel nous travaillons depuis déjà très longtemps, donc il n'y a pas de difficulté majeure sur ce point. Donc c'est surtout sur la partie borne que nous aurons besoin d'être guidés, d'être éclairés sur le photovoltaïque. Donc Julie et Betty s'occupent du dossier et reviendront vers vous rapidement. Confiance. Ouais, pareil, merci pour la confiance. Retour à Paris avec Mariana. Elle participe, elle aussi, au concours Innovation Outre-mer. Ce matin, elle est l'invitée d'une émission de télévision consacrée aux startups innovantes des territoires ultramarins. Une nouvelle activité pour elle, mais un passage obligé pour être reconnue. Il y a 28 finalistes qui concourent cette année, dont mon invité. Bonjour Mariana Royer. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir, vous arrivez tout droit de Guyane de ce matin. Tout à fait. Ouais. Vous êtes docteur en chimie et la fondatrice et présidente de Biostratège Guyane. Notre laboratoire est spécialisé dans le développement d'ingrédients écologiques et naturels à partir des bioressources guyanaises. Donc, on travaille à la fois sur des produits issus de l'agriculture locale et raisonnée. Et c'est un peu une évidence, non, de monter une green tech en Amazonie? C'est une évidence, voilà. On est le bassin de la biodiversité française, seul grand massif forestier tropical d'Europe. Donc 90% du territoire est couvert par la forêt, donc une richesse phénoménale qui est encore très sous-valorisée. C'est ce que j'allais dire, où en est l'écosystème? Est-ce que c'est encore naissant finalement? C'est naissant, c'est émergent. Biostratège Guyane stimule énormément cet écosystème avec pour objectif de monter l'Amazon Active Valley. C'est ça notre vision pour les 3 prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mariana Royer, présidente donc de Biostratège Guyane, pour nous avoir permis de mettre en lumière quelques-unes des innovations qui nous viennent d'outre-mer et un talent féminin en plus, c'est très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. La suite de la journée réserve aussi son lot d'expériences inédites. Direction les Champs-Élysées pour un déjeuner d'affaires. Comme les autres lauréats du concours, elle a rendez-vous avec Sylvain Macaya. Il travaille pour un fonds d'investissement qui gère plus de 32 milliards d'euros d'actifs. Cette fois encore, Daniel Yerso est à l'initiative de ce déjeuner. On connaît la difficulté pour vous d'avoir accès à des fonds d'investissement, à la culture d'investissement. Et en fait, ce que nous permet Sylvain aujourd'hui, c'est ça, c'est de vous donner l'ouverture aux opportunités. Voilà. Je vous invite à... Entre le fromage et le dessert, se joue alors une véritable opération séduction. On entend beaucoup parler de la trottinette, on entend beaucoup parler de vélo. Mariana Royer, je suis fondatrice présidente de Biostratège Guyane. C'est la première... La compétition n'est jamais très loin. Dans les molécules qu'on peut... J'ai déjà une petite idée sur qui vous allez peut-être aider. Clairement, j'ai distribué mes cartes de visite à quelques projets que j'ai déjà, entre guillemets, repérés. Et c'est que le début, hein, comme je l'ai dit au cours du déjeuner. L'idée, c'est de continuer de poursuivre le financement, l'accompagnement à la fois financier, mais aussi organisationnel des projets. C'est difficile pour ces gens-là, justement, de trouver des fonds. J'ai l'impression que c'est pas évident d'avoir accès à des fonds et à des acteurs du financement comme nous, parce qu'effectivement, la sélection est très, on va dire, est très rude, et c'est pas
toujours évident d'avoir les bons accès, d'avoir les bons codes. Et c'est ce qu'un événement comme aujourd'hui a permis de faire. De retour chez elle, Mariana voit les choses en grand. Ouais. Et oui, il faut se projeter dans le futur, c'est important. Il faut projeter, manifester comment on se voit dans 5 ans, dans 10 ans. Et nous, Biostratège Guyane, on se voit amorcer l'Amazon Active Valley. Et l'Amazon Active Valley, au cœur même d'un écosystème de producteurs locaux, d'agriculteurs, d'un écosystème qui est vert, qui représente un peu le futur, le développement durable, la bioéconomie guyanaise, la green tech, la biotech guyanaise, autour de la valorisation de sa biodiversité. Son projet, racheter cette friche abandonnée de 10 hectares pour en faire une sorte de Silicon Valley à l'amazonienne et attirer ici les startups de Guyane. Elle compte aussi y installer ses bureaux, ses laboratoires de recherche et des zones de plantation. Salut Jean-Luc, ça va et toi? Avec son architecte, ils vont établir un état des lieux précis de la friche. On va faire un petit tour. La structure, elle est vraiment super. En tout cas, le bâtiment, bon. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire. C'est un bâtiment qui a beaucoup de potentiel. Le lieu est inspirant. Ouais, vraiment. Ouais, le lieu est inspirant. Est-ce que tu vas pouvoir nous produire une maquette 3D complète, intérieur-extérieur? Il faut nous donner à peu près un la mois, disposition 2 mois, pour 1 à 2 mois, et la maquette sera finalisée. Super. Cet outil, je pense qu'il est indispensable aujourd'hui parce qu'on leur a déjà présenté des photos de vue de haut, enfin voilà. Mais c'est difficile pour un investisseur de voir comment on va concrétiser nos activités dans le bâtiment. La maquette nous rapproche un peu du réel. Quoi, exactement. En fait, oui. C'était la télédiffusion ici qui était installée. Donc il y avait une production électrique énorme pour les besoins de télédiffusion. Non, j'ai aucun mal à me projeter. En fait, c'est vraiment un bâtiment friche, donc on s'attend à ça, dans un bâtiment en friche. Mais nous, on a les plans, donc on a déjà bien dispatché nos ateliers sur les plans. Et donc, non, pas de mal à se projeter, vraiment pas. Au contraire, plus je le vois, plus je me dis « Oh, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ci. Vraiment. Pour réhabiliter ce lieu, Mariana va devoir réunir une somme importante, 8 millions d'euros. Bonjour madame. Pour elle, tout va se jouer au cours de cette réunion. Merci d'être venue. On a tous nos cofinanceurs qui sont là pour échanger en fait de comment on va phaser le financement du projet, qui va prendre en charge quelle partie du financement et pourquoi et comment, quelles sont les attentes et les requis de chaque financeur, parce que chaque financeur a ses attentes. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de réunir tout le monde aujourd'hui pour qu'on soit tous à la même longueur d'onde. Alors du coup, voilà, on va maintenant commencer la réunion. C'est confidentiel, on ne va pas pouvoir rester avec vous, mais merci beaucoup. Depuis le concours Innovation Outre-mer à la station F, nos entrepreneurs ont redoublé d'efforts pour développer leur entreprise. Ils ont connu des réussites, des doutes et des galères, mais aucun d'entre eux n'a abandonné. Veimiti poursuit son activité chez elle à Tahiti. Dans quelques mois, elle ouvrira une nouvelle usine de production sur le terrain qu'elle a acheté. Yohane et Saïdou de Parallèle 14 cherchent eux aussi à s'agrandir. Alors dans l'idéal, la prochaine étape, ça serait de déménager. On espère que l'année prochaine, on trouvera des locaux qui nous conviennent à un prix raisonnable, malgré tout. Trouver des locaux pour ouvrir de nouvelles formations et accueillir toujours plus d'étudiants. Joël, lui, continue son déploiement.
À Bordeaux, il a signé un gros contrat avec un grand groupe hôtelier. C'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup. Michel et Franz ont réussi à convaincre leurs banquiers. L'installation de leurs bornes solaires va se poursuivre. Ça nous ouvre du développement, en fait. C'est vraiment ce qu'on est. Le start-up, c'est la scalabilité de notre modèle, la capacité à se déployer. On est très contents. Et puis là, du coup, il faut retourner travailler pour continuer à développer les projets. Mariana, elle, fait avec son équipe le compromis de vente de la friche industrielle. On aura sûrement parfois des imprévus, bien évidemment, mais c'est beau de se projeter, quoi. Ça fait du bien de voir l'étape potentielle future et sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui. Non, ça donne les chocottes, hein, mais c'est les bonnes chocottes, hein, les chocottes positives. Innover, entreprendre, se dépasser. Malgré de fortes contraintes économiques, c'est la mission que se sont fixées nos entrepreneurs. C'est aussi celle de Daniel Yerso, pour faire rayonner à travers le monde les talents des Outre-mer.